Dominique, le juge n'a pas que le cabinet d'avocats marseillais dans le collimateur, il a aussi le Louvre. Pourquoi ? Parce que le juge d'instruction va découvrir l'existence de cette lettre, Frédéric. C'est une lettre qui a été écrite par Pierre Rosenberg, qui est le chef du département des peintures au musée du Louvre. Et il a écrit cette lettre le 6 mars 1981 à Madame de Canson. Dans cette lettre, il lui explique que le musée du Louvre aimerait se porter acquéreur d'un tableau qu'elle possède et qui est le gentilhomme sévillan de Murillo. Et alors ? Ça pose un vrai problème. Parce que Pierre Rosenberg écrit cette lettre en 1981 à Madame de Canson, ce qui fait qu'il sait très bien à qui appartient le tableau en 1981. Et c'est lui, quelques années plus tard, en 1985, qui va se charger des transactions entre Christie's et le musée du Louvre pour l'achat du même tableau qui apparaît au catalogue de Christie's, mais appartenant à une certaine Madame Chapuis, décédée en 1979. Ça aurait quand même dû éveiller des soupçons pour Pierre Rosenberg. Donc pour le juge, Pierre Rosenberg a fermé les yeux sur la véritable propriétaire de ce tableau. Il aurait pu être un peu plus prudent en tout cas. Il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Et c'est la raison pour laquelle, le 13 décembre 1988, le juge Bernard va mettre en examen, va inculper aujourd'hui, on dirait mettre en examen, Pierre Rosenberg pour complicité de recel. Maître Lombard, Maître Pestel-Debord, Pierre Rosenberg, la liste des personnalités impliquées dans l'affaire grossit et la presse s'empare de l'histoire. Dans les journaux, on ne parle plus que du Murillo et des inculpations qui se succèdent. L'affaire Canson devient une affaire nationale, pas loin de l'affaire d'État. Le 21 décembre 88, Paul Lombard est à nouveau convoqué par le juge. Les journalistes se précipitent. Pierre Rancé, ex-journaliste à la 5. Le TGI de Toulon était entouré de cars, de régies, de voitures de télévision, d'équipes de journaux. Donc on voyait visiblement qu'à Toulon, il y avait un événement majeur, même si ce n'était qu'une affaire judiciaire. Jean-Pierre Bonico, journaliste à Var Matin. C'était une meute, une harde. Voilà, lorsque Paul Lombard est arrivé, il y avait comme une vague qui traversait la salle des pas perdus, qui allait à droite, qui allait à gauche, qui heurtait le fond, qui revenait. Paul Lombard prisonnier au milieu, cherchant à rejoindre le cabinet de l'instruction. Maître Paul Lombard dans le journal télévisé du 21 décembre 1988. Je viens au rendez-vous que me fixe l'autorité judiciaire. J'y viens serein, détendu et déterminé. Serein et détendu, pas pour longtemps. Quelques heures plus tard, en plein journal télévisé, William Lémergie, journal télévisé du 21 décembre 1988. Alors justement, cette information qui nous parvient à l'instant, c'est une dépêche de l'AFP qui est datée de 13h09. Il est 13h10 et un peu quelques secondes. Alors, l'avocat Paul Lombard vient d'être inculpé de complicité, de recel et usage de faux en écriture privée, inculpé par le juge d'instruction Jean-Paul Bernard. Jacques Bertolotti, journaliste à France 3 Marseille. Paul Lombard, il a un destin national à cette époque-là. On parle de lui comme peut-être le futur garde des Sceaux. Moi, ce que je me suis dit, c'est il va loin. Il va loin, le juge Bernard, il n'a pas peur, il y va, il fonce, quoi. Voilà. Le juge fonce et certains murmurent qu'il pourrait même aller plus loin, car Paul Lombard appelle à la rescousse un ami avocat et pas n'importe lequel. Nous avons appris, je ne sais pas trop comment encore, mais par la rumeur du palais, que son avocat, maître Kijman, toutes les affaires cessantes, prenait un avion à Paris pour rejoindre Toulon. Nous avons dit il y a du mandat de dépôt dans l'air. On attend que Paul Lombard soit placé en détention. On pense qu'il va y aller. Paul Lombard derrière les barreaux, impensable. Pourtant, dans le bureau du juge, c'est bien de cela qu'il s'agit. Vers 15h, Georges Kijman arrive avec une idée en tête, épargner la prison à son ami Paul Lombard. Dans le huis clos tendu qui l'oppose au juge, le substitut du procureur Pierre Cortès vient lui prêter main forte. Je présente pour le compte du ministère public le point de vue suivant.
On a saisi toutes les preuves souhaitables dans ce dossier. Il y a eu une perquisition au cabinet de Maître Lombard. Ce dernier a toujours répondu aux convocations. Il offre toutes les garanties souhaitables de représentation. Et si on peut craindre encore qu'il y ait éventuellement des concertations frauduleuses, comme dit la loi, un contrôle judiciaire est suffi qui lui ferait interdiction de rentrer en contact avec les autres protagonistes de ce dossier. C'est ce que je propose de l'instruction, lequel suit effectivement cette proposition-là et renonce à sa décision de placer en détention provisoire Paul Lombard. Paul Lombard a eu chaud, il est inculpé mais libre. Il quitte le palais de justice de Toulon par la petite porte à l'arrière du tribunal pour échapper aux journalistes. Dominique, dans son édition du 21 décembre 88, Le Canard enchaîné met en cause Paul Lombard sous le titre « L'insoutenable légèreté du maître ». Qu'est-ce qu'il y a dans cet article ? Un article de Louis-Marie Aurault qui accuse Paul Lombard de ne pas avoir dit tout ce qu'il savait sur cette affaire. La version du Canard enchaîné est la suivante. Les journalistes disent « Nous avons contacté Paul Lombard plusieurs semaines avant la publication de cet article. Paul Lombard nous a répondu qu'il ne s'était intéressé dans cette affaire qu'à la vente du Murillo à Christie's, puis à la vente du Murillo au musée du Louvre. Qu'il n'avait jamais eu à connaître, qu'il ne s'était jamais intéressé aux faux testaments et aux fausses donations qu'on trouve un peu partout dans ce dossier. » Or, dans cet article, Le Canard enchaîné publie des notes inédites, des notes manuscrites de la main de Paul Lombard, qui sont écrites sur un papier en tête d'un hôtel de Genève où il séjournait, avec, processus en résumé, l'historique de la succession des différents propriétaires du tableau. D'abord M. de Canson, ensuite sa fille Suzanne, et puis Mme Chapuis, et puis Joël Penel. Et à partir de ce moment-là, Le Canard enchaîné considère, par ses notes, l'existence de ces notes, que Paul Lombard était au courant de ce qui se passait dans cette succession et qu'un avocat de sa dimension, de son calibre, qui connaît parfaitement les histoires de succession, aurait dû prendre ses jambes à son cou et laisser tomber cette affaire. Et comment Le Canard enchaîné s'est-il procuré ces notes ? Quand il y a une fuite comme ça s'appelle une fuite dans la presse, ça vient forcément de quelqu'un qui a intérêt à ce que ces notes sortent. L'article du Canard enchaîné paraît le 21 décembre, c'est-à-dire le jour même où Paul Lombard est entendu dans le cabinet du juge Bernard, où il va être, à l'époque on disait inculpé, donc mis en examen. Le papier sort ce jour-là. Maître Paul Lombard, cet article du Canard enchaîné vous fait beaucoup de tort. Pourquoi avoir écrit ces notes et dans quelles conditions ? Ce sont des notes que j'ai prises, comme je prends dans toutes les affaires. Lorsque je débarque dans un univers qui n'est pas le mien, je demande à mes interlocuteurs, à ceux ou à celles qui me font confiance ou qui viennent me voir, de me faire le point de l'affaire. Et j'ai noté ce que me disait Mme Penel. Alors, comment vous êtes retrouvé dans cette succession ? Qui vous a appelé ? À l'époque, j'étais le grand spécialiste du droit artistique et le spécialiste des successions de peintres. C'est pourquoi Madame Penel, pour l'appeler par son nom, a fait appel à moi. Donc c'est Joël Penel qui vous a contacté ? Mais évidemment, c'est pas moi qui suis allé la contacter, je ne connaissais pas son existence. Ce n'est pas le Louvre ne vous a pas contacté. Mais pas du tout, là, à aucun moment, le Louvre m'a contacté. J'ai pensé que lorsqu'il fallait discuter l'interlocuteur le plus prestigieux, le plus insoupçonnable, c'était le Louvre, et que par conséquent, c'est avec lui et lui seul qu'on pouvait discuter. Mais à aucun moment, j'ai été en dehors des normes de la loi. Et le juge, il vous soupçonnait de quoi en fait ? Il pensait que vous aviez fait quoi ? On pensait que j'avais peut-être facilité à un moment donné quelconque les démarches d'une fausse succession. Or, cette Madame Penel avait 3 notaires, 2 notaires français et un notaire suisse, et vous voulez, moi, avocat qui ne possède qu'un moyen d'investigation, j'ai la puce à l'oreille, dire des choses pareilles, c'est indigne, voilà. Le juge pensait que votre intérêt, il était où, à vous ? Mais je le cherche toujours. Les honoraires que mon cabinet a touchés étaient de 60 000 € à peu près. Après, le fixe n'était plus que de 30 000 €. Et pour 30 000 €, qui est déjà une somme importante, vous croyez que j'aurais touché les 30 deniers du déshonneur et que j'aurais flanqué ma vie en l'air? Non, mais dites, qui peut prétendre ça sérieusement? Maître Lombard inculpé,
Le juge veut éclaircir le rôle des uns et des autres. Jusqu'ici, tout le monde se renvoie la balle. Alors le juge tente un coup, il organise une confrontation générale. Une confrontation en présence de tous les inculpés, mais aussi de Jeanne Deschamps, la sœur de Suzanne de Canson. C'est la première fois que les journalistes peuvent l'approcher. Ce jour-là, c'est un cirque un peu, voilà. Un cirque médiatique et avec les ténors du barreau en vedette. Maître Georges Kiechman, avocat de Paul Lombard, journal télévisé du 30 décembre 1988. Je crois que le magistrat instructeur a déclaré récemment que peut-être Maître Lombard était le sommet d'une pyramide. Moi, je crois que c'est une pyramide qui marche sur la tête. Et pour accueillir tout le monde, la confrontation a lieu dans la bibliothèque du palais. Mais c'est un échec. Chacun campe sur ses positions et 1988 s'achève sans révélation. Le 4 janvier, coup de théâtre. Joëlle Penel fait volte-face. Elle avoue que Suzanne de Canson n'a jamais rien légué à sa grand-mère. Et elle accuse Paul Lombard d'être le cerveau de cette fausse succession. Une stratégie de rupture orchestrée par son avocat Jacques Vergès. Maître Jacques Vergès, avocat de Joëlle Penel, dans le journal télévisé du 5 janvier 1989. Que ma cliente, Madame Penel, n'est ni l'inventeur, ni le maître d'œuvre de la tentative de fraude fiscale. C'est qui l'instigateur? L'instigateur est forcément quelqu'un qui est un juriste. Vous dites, vous ne prononcez pas le nom de Paul Lombard, mais vous mettez tout le monde en condition de le penser. Alors, oui ou non, c'est lui ou c'est pas lui? D'après Madame Penel, c'est lui. Ah, bon. D'accord. Et vous partagez cette analyse, d'après la connaissance du dossier que vous avez? D'après la connaissance du dossier, je partage cette analyse. Le lendemain, le juge convoque en urgence les principaux inculpés pour une nouvelle confrontation. Madame Penel. Monsieur Bernard, qu'est-ce qu'il ressort de cette nouvelle confrontation? Madame Penel accepte de discuter. Elle va reconnaître que la succession Chapuis est fausse, que les attestations de donation faites par Maître Boissonnet sont fausses, et que finalement, elle a fait ça pour pouvoir récupérer de l'argent, tout simplement. Et elle ajoute que Maître Lombard l'a volé dans la négociation avec le Louvre. Bien sûr, Maître Lombard proteste, il dit « mais ça dépasse l'entendement, j'ai jamais entendu de choses pareilles, etc. » Madame de Canson n'a-t-elle pas été oubliée en définitive dans cette agitation médiatico-judiciaire? Madame Canson reste quand même au centre de l'affaire. Mais est-ce que cette médiatisation, elle vous a gêné en définitive? Oui et non. Je veux dire, il y a les deux côtés. Il y a le côté, bon, c'est un petit soutien quand vous pensez qu'il y a des pressions un petit peu fortes. Ça fait une petite soupape de lire quelques articles bien faits. Vous avez subi quoi comme pression? Il y a la pression faite par le barreau sur ce dossier-là. Je passe sur les autres pressions. C'est quoi les autres pressions, justement? Les autres pressions, je veux dire, ce sont des pressions. Alors, il y a eu en plus, par exemple, les épisodes des menaces de mort. Dans le même temps, d'ailleurs, vous êtes nommé vice-président au TGI de Lille. Ouais. C'est une sanction, c'est une promotion, c'est une promotion-sanction, c'est quoi? Ça peut être une promotion-sanction. Ce n'était pas un premier choix dans mes desiderata, mais je veux dire, ça a été en quelque sorte un soulagement, d'abord pour moi et ensuite pour ma famille. Parce que, je veux dire, quand vos enfants vont à l'école en voiture de police, c'est un peu compliqué à expliquer aux gosses. Voilà. C'est un peu dur. Cette affaire a été pénible, très pénible. Début janvier 89, le juge Benjamin Rachebaud reprend l'affaire. Benjamin Rachebaud, juge d'instruction, au journal télévisé du 6 janvier 1989. Je ne vais pas fumer la voiture, s'il vous plaît. Bien sûr. Le ton a changé, plus de caméras, plus d'interviews, plus de confrontations. Le juge relit les auditions, réentend les témoins, demande quelques vérifications. Et 1 an et demi plus tard, il boucle le dossier. Journal télévisé du 23 mai 1990. Toutes les accusations portées par Joëlle Penel contre le célèbre avocat n'ont pas résisté aux vérifications. Le juge d'instruction ne retient finalement contre lui aucune responsabilité pénale.
Maître Lombard bénéficie d'un non-lieu. Pour le juge, le montage grossier de la succession Chapuis ne peut pas être l'œuvre d'un professionnel. Quant aux notes publiées dans le Canard enchaîné, elles accusaient Maître Lombard hier, mais le dédouanent aujourd'hui. Pierre Cortès, substitut du procureur, tribunal judiciaire de Toulon. Si c'était lui qui avait effectivement conçu cette fraude, comme l'a dit Joël Penel, aurait-il eu besoin de prendre des notes ? S'il en a prises, c'est qu'il reçoit ce montage de quelqu'un d'autre, de Joël Penel. Donc déjà, elle est prise en défaut. Même conclusion pour sa collaboratrice, Marie-France Pestel-Debord. C'est bien la machine à écrire personnelle de l'avocate qui a servi à Joël Penel pour taper de faux inventaires de succession. Mais Maître Pestel-Debord pouvait ignorer à quoi a servi sa machine à écrire. Elle bénéficie d'un non-lieu. Absolution sans réserve pour Pierre Rosenberg, ancien conservateur du musée du Louvre. L'instruction conclut que ce haut fonctionnaire est resté dans les limites de sa mission en tentant de ramener en France un tableau de Murillo sorti irrégulièrement. Jean-Pierre Bonico, journaliste à Var Matin. C'est vrai qu'on est un peu abasourdi. On a envie de dire tout ça pour ça. Maître Jean-Claude Guidicelli, avocat de Joël Penel. Des grands noms ont circulé, et à la fin, toujours pareil, quoi. L'histoire judiciaire se répète toujours, encore aujourd'hui, ça fait pchit. Jacques Bertolotti, journaliste à France 3 Marseille. L'effet que ça laisse, cette série de non-lieux, c'est que les puissants sont difficiles à poursuivre, quoi. Ils avaient des arguments, ils les ont fait valoir et ils ont eu gain de cause, quoi. Maître Lombard, on a dit à l'époque que les puissants, je cite, étaient difficiles à poursuivre et qu'ils avaient eu gain de cause. Est-ce que c'est vous qui faites partie des puissants ? Est-ce que j'ai l'impression que vous avez l'impression que je fais partie des puissants ? À aucun moment, je n'ai fait pression sur quiconque. À aucun moment, j'ai essayé de détourner la loi. À aucun moment, j'ai essayé, comment pourrais-je vous dire, de faire en sorte que la justice soit plus indulgente avec moi qu'avec une autre. Elle a fait son métier. Et moi qui ai servi cette institution pendant 63 ans, j'en suis encore blessé. Et alors, ce non-lieu, pourquoi vous l'avez obtenu, selon vous ? Je l'ai obtenu parce que j'avais rien fait. Voilà pourquoi j'avais obtenu. Et comment vous expliquez que Joël Penel vous est accusé à un moment donné d'avoir monté la fausse succession Chapuis ? C'est vieux comme la justice. Que les innocents soient accusés par les coupables, je n'en dis pas davantage. Est-ce qu'avec le recul, vous pensez que vous avez été un peu négligent ? Très franchement, non. J'ai été sans doute crédule. J'ai été, comment pourrais-je vous dire, trop crédule. Mais personne, je vous assure, personne ne peut me soupçonner d'une malhonnêteté quelconque. Ça ne vous a pas alerté, cette succession d'une vivante à une morte, par exemple ? Que les testaments, les donations étaient des faux ? Mais après, une fois que le dossier a été terminé, pendant 5 ans, on m'a interrogé, pendant 5 ans durait cette procédure, et on n'a rien trouvé contre moi. Alors, je dis que dans cette affaire, je suis... Comment pourrais-je vous dire ? Je suis encore mal remis de ce drame. Et si vous voulez que je vous fasse une confidence, je ne m'en remettrai jamais. La vente du tableau et le déballage médiatique ont presque fini par faire oublier la mort de Suzanne de Canson. Ils ne sont plus que 2 à porter toute la responsabilité de l'affaire. Joël Penel est poursuivi pour vol, faux en écriture, extorsion de signature et séquestration, et Robert Boissonnet pour faux, escroquerie et non-assistance à personne en danger. Ils comparaissent en octobre 91 devant les assises du Var à Draguignan pour 3 semaines de débat. Maître Edgar Vincenzini, avocat de la famille Deschamps. L'affaire est quand même fondamentalement une affaire criminelle, et donc la fin terrible de Suzanne de Canson est évidemment la question principale. Des magouilles secondaires par lesquelles un musée acquiert un tableau en permettant de ne pas payer de droits de succession, c'est pas très bien, mais c'est pas fondamental. Et surtout, ça n'a pas été prouvé. Les inculpés d'hier sont les témoins d'aujourd'hui.
Les avocats, notaires, responsables de musées défilent à la barre pour expliquer comment une aventurière a pu dépouiller une vieille dame et vendre au Louvre un tableau qui ne lui appartenait pas. Des explications qui cachent mal leur gêne. Jacques Bertolotti, journaliste à France 3 Marseille. On est comme dans un jeu de poupée gigogne. C'est-à-dire que les notaires s'abritent derrière les avocats en disant oui mais bon il y avait un avocat célèbre, là les avocats s'abritent derrière les notaires, le Louvre s'abrite derrière les avocats s'abritent derrière le Louvre et personne ne va voir parce que finalement est-ce que quelqu'un a intérêt à savoir si Joël Penel est bien ou non propriétaire de ce tableau. Les aides ménagères se succèdent à la barre et racontent dans quelle misère et dans quelle souffrance Suzanne de Canson a fini sa vie. Maître Garot, qui a rejoint la défense, contre-attaque. Maître Henri-René Garot, l'avocat de Joël Penel, au journal télévisé du 7 octobre 1991. Si elle a vu de tels spectacles, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi n'est-elle pas allée à la police? Pourquoi n'est-elle pas allée à la gendarmerie? Pourquoi n'est-elle pas allée à la DAS, etc. J'en passe et des meilleurs. Maître Hervé Andréani, avocat de Joël Penel. Joël Penel, pendant les 6 derniers mois avant le décès de Suzanne de Canson, passait la moitié de son temps, la moitié de sa semaine à Genève. Alors Suzanne de Canson a été séquestrée par Joël Penel 3-4 jours par semaine et le reste du temps séquestré par qui? Ça tient pas. Mais dans le box, Joël Penel ne répond pas aux accusations. Elle semble à côté de la plaque. Maître Jean-Claude Guidicelli, avocat de Joël Penel. Elle voulait se présenter comme elle aurait aimé être. C'est-à-dire qu'elle a répété encore une fois qu'elle était la nièce de Madame de Canson, qu'elle avait une descendance royale pratiquement. Qu'elle possédait un château en Savoie, qu'elle a servi de modèle au peintre Balthus, qu'elle connaissait le peintre Millet. Elle se comportait comme un véritable kamikaze judiciaire. Je me disais, mais elle va réagir. On lui disait, mais Mme Penel, vous allez être condamnée lourdement. Mais Guidicelli, nous verrons bien. Elle avait la vedette. Les réquisitions durent 5 heures. L'avocat général Cortès demande le maximum, 20 ans pour Penel, 5 ans pour Boissonnet. Le jury délibère pendant plus de 12 heures, du jamais vu aux assises du Var. Il est plus de minuit quand la cour rend son verdict. Les jurés du Var ont tout de même reconnu les circonstances atténuantes à Joël Penel et l'ont condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Elle est catastrophée, elle a éclaté en sanglots, elle est allée vers son fils en disant « mais j'ai rien fait. » Déçu, catastrophé même, Robert Boissonnet. Il devra retourner en maison d'arrêt. Les jurés l'ont condamné à 4 ans de prison, dont 1 avec sursis. Comment vos clients et vous-même avez réagi à l'énoncé du verdict? Nous étions heureux, parce que c'était pas évident d'arriver à un verdict de culpabilité. Et c'est vrai que l'avocat général avait dit, en parlant du dossier, c'est la stèle à la mémoire de Suzanne de Canson. Et donc, voilà, justice est rendue. Et selon vous, tous les responsables se sont retrouvés dans le box? Tous les responsables de la séquestration et des mauvais traitements infligés à Suzanne de Canson sont dans le box. Pour le reste, ceux qui ont pu participer ou qui ont permis qu'elle soit dépouillée, c'est une autre question. Alors justement, on est allé au bout de l'affaire? On est allé au bout de l'affaire, on sait parfaitement comment le patrimoine de Suzanne de Canson a été dérobé, vendu. Et on a vu... donc le Louvre, le plus grand musée de France, avoir un tableau qui provient finalement d'un crime. Et donc, est-ce que toutes les responsabilités ont vraiment été désignées? Vous savez, la justice, quand nous étions à la faculté de droit, nos maîtres nous disaient que la morale et la loi sont 2 choses différentes. Donc, sur le plan légal, la justice a fait tout ce qu'elle pouvait. Sur le plan de la morale, c'est affaire de conscience de chacun. Après avoir purgé sa peine, Joël Penel s'est reconverti dans l'immobilier.
Quant à la famille de Suzanne de Canson, elle s'est battue longtemps pour récupérer ses toiles. En vain. Le gentilhomme sévillan est toujours au Louvre, premier étage,